Cette sonnerie vous dit forcément quelque chose et pour cause c'est celle du célèbre iPhone. Cette semaine cela faisait 10 ans que le smartphone était annoncé par l'un des charismatiques fondateurs d'Apple, Steve Jobs. Et nous l'appelons l'iPhone. Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. Une conférence qui a surpris le père d'Android, le système d'exploitation pour smartphone de Google, qui a dû revoir sa copie avant qu'elle ne sorte. Certes, son projet proposait du multitâche, déjà un store, mais son interface non tactile paraissait du coup déjà dépassée. Pourtant, pour la petite anecdote, à l'époque, l'iPhone était loin d'être prêt et Steve Jobs a dû suivre un protocole très précis pour que la démonstration se passe sans encombre. Déjà, le dirigeant avait eu l'idée d'une tablette tactile, le Safari Pad, qui deviendrait quelques années plus tard l'iPad, mais il pensait que le marché n'était pas encore prêt pour un tel produit. You have a new message. Et l'iPhone lui-même laissait au début de nombreux acteurs du marché sceptiques. Palm, pionnier dans les assistants personnels qui ont précédé les smartphones tels qu'on les connaît, ne voyait pas une entreprise informatique réussir dans la téléphonie. Steve Ballmer, PDG de Microsoft à l'époque, n'y croyait pas non plus. Résultat, Microsoft ratera complètement le virage du smartphone. L'épopée de l'iPhone, on y revient aujourd'hui avec Romain Gueniot, journaliste au journal Les Échos, spécialisé dans les télécoms et les nouvelles technologies. Alors, Romain Gueniot, le génie d'Apple, c'est notamment d'avoir réussi à intégrer son système d'exploitation dans un téléphone qui au début n'avait que la 2G, ne pouvait pas lire le flash. Mais l'iPhone, c'est aussi et surtout le pari réussi du tout tactile à une époque où ce n'était pas du tout la norme. Ça paraît presque une éternité dans le monde de la tech, mais effectivement, il existait des téléphones intelligents qui permettaient de recevoir ses mails, mais il y avait souvent des claviers. On se souvient des BlackBerry, c'était un peu les stars de l'époque. Nokia aussi fabriquait des téléphones de ce genre. Il y avait aussi Palm, qui a disparu depuis, mais qui était un peu l'ancêtre des smartphones avec ses assistants numériques. Et effectivement, on avait un stylet pour pouvoir sélectionner sur l'écran des icônes. Donc faire le pari du tout tactile en 2007, ça s'était jamais vu. Puis il y avait aussi cette nouvelle technologie, le multitouch, qui permettait de poser en fait plusieurs doigts et par exemple de faire ce geste devenu banal pour zoomer, de prendre ses deux doigts et d'élargir les doigts sur l'écran ou de les rétrécir pour dézoomer. Et des images d'une interface prototype de l'iPhone ont circulé il y a quelques jours. On y voit une molette circulaire rappelant celle du lecteur MP3 iPod. C'est pourtant l'interface avec les grosses icônes que l'on connaît qui sera retenue pour son côté intuitif. D'ailleurs, Apple ne fait souvent qu'assembler des technologies qui existent déjà et travaille surtout sur l'usage. Même côté hardware, en fait, Apple part souvent d'un dessin, pas des composants techniques. C'est vrai que c'est une des spécificités d'Apple, finalement, de faire d'abord confiance aux designers, à l'ergonomie des produits, et ensuite essayer d'y faire entrer les composants techniques. C'est vrai que c'était assez unique pour la technologie en général. Et ce qui a fait le succès d'Apple, c'est aussi le système des applications qui ont véritablement entraîné le basculement vers l'Internet mobile. Plus de 2 millions d'applications ont vu le jour, applis qu'on se procure sur le magasin en ligne App Store. On est là dans un écosystème fermé d'ailleurs. Steve Jobs se montrait très prudent sur l'arrivée de développeurs tiers pour concevoir des applis. Il ne faut pas oublier que Apple, c'est une des entreprises les plus fermées dans le monde informatique. Apple, c'est un écosystème en lui-même et les convertis au Mac ont ensuite acheté des iPods et sont ensuite devenus les premiers clients d'iPhone. Et le système des applications, inventé par Apple un an après la sortie de l'iPhone, reproduisait un peu ce schéma-là. C'est Apple qui décide si oui ou non il autorise certaines applications à apparaître sur l'App Store. Donc c'est effectivement eux qui contrôlent et c'est aussi eux qui retirent une bonne part des revenus de ces applications-là puisque Apple s'octroie 30% des revenus générés par chaque téléchargement d'application quand ces applications sont payantes. Alors on le voit bien à chaque lancement et sur Internet, il y a une véritable communauté fan d'Apple qui s'est développée. Il faut dire que du choix des opérateurs à la distribution en passant par l'objet lui-même et son écran vert, tout a été fait pour faire passer l'appareil pour un objet différent. Le marketing a joué une très grande place dans le succès de l'iPhone. C'est un des éléments les plus importants. Apple a beaucoup emprunté au code de l'industrie du luxe. Quand on va acheter un iPhone, et c'est vrai aussi maintenant pour une tablette, iPad ou pour un ordinateur, on a l'impression d'être un peu l'élu. On nous confie un emballage très soigné, accompagné par des vendeurs. Tout est fait pour qu'on ait l'impression d'acheter un produit unique. À côté de ça, il y a aussi tout le buzz qui est généré autour de la marque, qui est savamment entretenu par la société elle-même. Donc finalement, quand le produit arrive, on sait déjà quasiment que ce sera un succès parce qu'Apple a su générer cette attente depuis des mois et des mois. Alors l'iPhone est né aussi parce qu'Apple savait que le succès de l'iPod ne serait pas éternel, mais là, la dernière keynote présentant l'iPhone 7 a plutôt déçu et l'Apple Watch n'a pas fait exploser de nouveaux marchés. C'est problématique quand on sait que l'iPhone, c'est la majorité des bénéfices du groupe et les 2/3 de son chiffre d'affaires qui a pour la première fois baissé en 13 ans.
Est-ce qu'on peut dire que la société est en panne d'innovation? C'est vrai qu'on a l'impression qu'Apple et les autres fabricants sont à bout de souffle pour l'instant. Il y a des améliorations, mais il n'y a pas d'innovation en plus. Donc ils cherchent à savoir quelle va être la prochaine innovation. Alors on parle beaucoup par exemple d'intelligence artificielle en ce moment, des assistants numériques, ces appareils qui sont capables d'anticiper nos besoins, de nous aider à prendre des décisions. C'est peut-être ces logiciels-là qui font de nos smartphones l'objet qui est déjà indispensable, mais qui le sera encore plus dans les années à venir. La voiture connectée, ils ont confirmé qu'ils travaillaient sur ces sujets-là. Ça devient un endroit aussi où le divertissement devient de plus en plus important, parce que si les voitures sont de plus en plus autonomes, il va falloir trouver des formes de divertissement à l'intérieur de ces voitures. Il peut se passer aussi là beaucoup de belles choses dans les années à venir. Merci Romain Guignot, je le rappelle, journaliste au journal Les Échos. Reste qu'il s'est vendu plus d'1 milliard d'iPhone en une décennie, ce qui a généré quelques 650 milliards de dollars sans compter les à côté. Et l'attente est toujours là puisque les rumeurs se multiplient déjà concernant l'iPhone 8 qui doit sortir cette année. Allez, bon surf et à la semaine prochaine.